Clipchamp Create. Clipchamp Create. Clipchamp Create. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir et être en duplex d'Italie à la France. Nous sommes avec Claudia Ravil. Bonjour Claudia. Bonjour Marina et bonjour à tout le monde, tous ceux qui écoutent cette vidéo. Alors oui, nous avons les spectateurs qui vont te suivre aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir faire cet échange avec toi de ce pays qui me touche particulièrement, sachant que j'ai des origines italiennes, du Piémont et de Florence. Et le fait que tu sois en Italie, c'est quelque chose pour moi qui me fait chaud au cœur. J'en suis très heureuse parce que moi aussi j'aime beaucoup l'Italie. J'aime beaucoup les Italiens, ils sont tellement chaleureux. Donc nous allons parler de tes ouvrages. Avant cela, je vais te présenter aux spectateurs. Tu es fondatrice en métamédecine, spécialiste en intervention psychosomatique. Tes recherches et travaux débutent en microbiologie médicale et tu as œuvré pendant 11 années. Poursuivant ces connaissances, tu as suivi plusieurs écoles de pensée. Également, tu es partie tant en occidental qu'oriental. Tu as pu côtoyer des maîtres dans la connaissance de l'être car toi-même, tu as traversé des moments de doute, emplis de solitude, touchant de très près la souffrance morale et physique. Avec les expériences de vie, il a dû falloir t'opérer. Tu as eu de la chirurgie, tu as eu des maux de dos. Tu as eu aussi cette maladie malheureusement répandue, ce cancer, et aussi la dépression que nous pouvons connaître tous malgré nous. De formation scientifique, tu enchaînes les conférences, les formations qui permettent à des centaines de thérapeutes de s'appuyer sur tes ouvrages, notamment le Grand Dictionnaire de la médecine que vous pouvez voir à l'écran. Je dirais peut-être des milliers de thérapeutes parce qu'il n'y a pas, j'ai formé des centaines de thérapeutes à l'approche de la métamédecine, mais les gens qui utilisent mes ouvrages dans leur travail thérapeutique, ce sont des milliers et des milliers. C'est autant des ostéopathes, des homéopathes, des naturopathes, c'est des psychologues. Il y a vraiment énormément de personnes qui utilisent le Grand Dictionnaire de la métamédecine. Oui, et quand tu as œuvré à ce Grand Dictionnaire de métamédecine, qui est toujours en permanence en train de se renouveler d'ailleurs. Absolument, absolument. Je crois que dès le départ, Marina, j'avais l'âme d'un chercheur. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers la microbiologie, parce que j'aimais la recherche. Et en fait, ce que j'ai continué dans mon travail en métamédecine, c'est de la recherche. Alors, cette recherche, elle continue encore et encore. Et chaque fois, je fais des découvertes très intéressantes. Et puis, c'est pour ça que mes livres, je les renouvelle pour qu'ils soient toujours plus à jour, pour qu'ils puissent toujours aider de plus en plus de personnes. Tu as aussi écrit d'autres ouvrages et d'autres livres qui sont très parlants dans la philosophie et le développement personnel, notamment Ma vie pour la lumière. Ça a été une amorce, une seconde relation de couple dans laquelle tu as fondé tous ces espoirs en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce livre ? Il se définit en 3 étapes. Il y a je dirais de la chenille au papillon. Donc, il y a la chenille, il y a la chrysalide et il y a le papillon. La chenille, c'est la première partie de ma vie où je disais que j'ai toujours eu l'âme d'un chercheur, mais je me cherchais en premier. Je cherchais
qu'est-ce que j'étais venue faire sur la Terre? Parfois, j'avais l'impression de m'être trompée de planète. Je me sentais vraiment euh, tellement différente. C'était une recherche de moi-même, qui je suis. Ça, c'était vraiment la chenille, celle qui expérimente la souffrance, euh, qui pense que la vie, c'est un long tunnel noir. Et je voyais même pas la lumière au bout de ce tunnel. C'était la période des dépressions. Et puis, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré des guides avant Lise Bourbeau, que je considère comme ma mère spirituelle. Mais avec Lise, ce qui a été formidable, c'est qu'elle m'a donné des outils concrets pour apprendre à me poser les bonnes questions. Et ça a été vraiment un début très, très important dans ma vie. Et donc ça appartient à la chenille. Et après ça, il va y avoir un dénouement parce qu'à un moment donné, pour poursuivre mes recherches, je vais quitter Lise Bourbeau. Non pas que je ne l'aime pas, bien au contraire, mais parce que j'ai des choses à dire je dois continuer. Je me souviens que le soir où je lui ai annoncé que je partais, je lui ai dit, Lise, tu as été un maître pour moi, mais je dois aller vers un autre maître. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il est. Je sais seulement que je dois partir et je ne t'ai jamais aimé autant que ce soir, même si je te dis ces choses. Et donc, je suis partie. Et puis, j'avais pas un sou. Et puis, tout s'est mis en place pour que je puisse ouvrir mon premier centre de croissance personnelle. Et puis, après moins de 2 ans, il y a eu des histoires contre les centres de croissance personnelle. Je me suis retrouvée au bord de la faillite avec ce centre. Mais j'ai reçu un message que je devais tout laisser et que je devais partir. Et le premier message, c'est que je devais me rendre au jardin de Findhorn, sur la mer du Nord en Écosse. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire à cet endroit. Mais de là, j'ai compris que je devais me rendre en Inde. Alors, je suis partie en Inde, encore sans savoir ce qui m'attendait. Le seul renseignement que j'avais, c'est que je devais trouver Mr. Babu à Bangalore. C'est le seul renseignement que j'avais. Et j'avais même pas une carte de l'Inde. Et je suis partie, je suis arrivée après 34 heures, tant il y a eu des arrêts un peu partout. Et puis, je n'avais jamais communiqué avec ce Mr. Babu. Et pourtant, quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait un homme qui tenait un carton sur lequel était écrit Mr. Babu. Et j'étais la seule cliente qu'il venait chercher. Et de là a commencé toute une aventure, mais une aventure extraordinaire qui m'a fait rencontrer d'abord Sai Baba, ça a été très important. Et après de là, j'ai rencontré d'autres grands maîtres, y compris j'ai rencontré Mère Teresa aussi. Et puis tout ça m'a conduit à celui que j'avais senti quand j'avais dit à Lise Bourbeau, quand je lui avais dit, je dois aller vers un autre maître, je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui il est, mais cet autre maître, c'était Sa Sainteté le Dalai Lama, que j'ai rencontré en 1988 lors de ce premier voyage qui a été toute une aventure que je raconte dans ce livre. La vie pour la lumière. Voilà. Et ça a eu une influence dans ma vie. Il m'a toujours habité. Il a toujours été avec moi dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je fais encore. Ça a vraiment été mon maître spirituel et ce l'est toujours. Et ça a eu une grande, grande influence dans mon travail. Donc, ça, c'était la période de la chrysalide. Et donc, la période de la chrysalide, même si on rencontre son maître, ça ne veut pas dire que tout est réglé, qu'on a tout appris. Oui. Non, c'est un parcours extraordinaire, mais qui ne nous évite pas la souffrance. Donc, je vais rencontrer encore la souffrance, je vais rencontrer encore
séparation douloureuse. Et puis, mais aujourd'hui, je me sens vraiment dans le papillon. Je me sens, je sens un tel sentiment d'accomplissement, de bonheur. Que j'ai pris plaisir à lire par le fait de notre échange. Et c'est une clé, d'une part, pour le thérapeute dans son appui, pour connaître certains scénarios qu'il peut rencontrer avec des personnages dans la quête de retour à soi. Et en même temps, ça permet aussi à la lectrice de se dire, tu n'es pas seule. Moi aussi, je suis passée par là et je te propose des notions, en tout cas, pour que tu t'en sortes. C'est comme cela que je l'ai perçu, ce livre. Qu'est-ce que, Claudia, tu voulais passer à travers cet ouvrage comme message? C'est ça, c'est que beaucoup de personnes, des fois, ont l'impression qu'ils ne sont pas bien dans leur vie. Ils voudraient changer de peau, ils voudraient pouvoir changer de vie, ils voudraient se libérer de ces scénarios de souffrance, de ces déceptions affectives. Ils voudraient trouver qu'est-ce qui pourrait me passionner dans la vie? Beaucoup de personnes sont dans cette recherche-là. Donc, ce livre nous aide à savoir qu'est-ce que je veux, qui je suis. Ça nous aide à connaître nos forces, à oser être soi-même, à se libérer de ces scénarios de souffrance et surtout apprendre à s'aimer. Ça, c'est très, très important parce que parfois, on fait plein de choses pour que les autres nous aiment sans réaliser qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Et finalement, on est toujours déçus. On donne beaucoup avec le sentiment de recevoir très peu. Mais en fait, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. Donc, si on se retrouve dans une relation affective où on ne se sent pas considéré, on ne se sent pas plus que ça, on doute de sa valeur. Donc ce livre, voilà, je l'ai écrit vraiment pour aider les personnes à se reconnaître, à s'aimer, à transformer leur scénario de souffrance, aller vers la joie, reconnaître leur potentiel. Je crois que c'est un livre qui peut changer la vie de toute personne qui le met en pratique. Il ne s'agit pas que de le lire, il y a plein d'exercices à faire dans ce livre. Oh oui, et on lit ton œuvre, ce livre, tu nous mets à l'aise de suite. C'est pas rébarbateur, excuse-moi. C'est des choses qui sont fluides, qui nous aident à avancer, qui nous apportent un potentiel et on se sent bien. À la fois on te lit, mais c'est comme si tu étais là, parce que quand je lisais ces paroles qui étaient écrites, j'avais l'impression de t'entendre en face de moi et tu m'aidais comme une enseignante qui était là avec son élève et a avancé. L'enseignante qui n'a aucun jugement par rapport à l'élève, où il en est dans sa vie. Tu nous apportes toujours une lueur d'espoir et c'est optimiste. Donc ça nous aide à prendre confiance en soi et d'avancer. Ça me fait très plaisir ce que tu me dis, Marina. Tu sais, tu n'es pas la première à me dire qu'en me lisant, c'est comme si tu m'entendais te parler. J'ai très, très souvent eu ce commentaire où les personnes me disaient, pas seulement pour ce livre, à travers tous mes livres,
qu'ils avaient l'impression que je leur parlais. Et même, il y a des Français qui m'ont dit qu'ils entendaient mon accent québécois. Et ça me faisait rire. Ah Et oui. tout ça, je pense que c'est parce que ces livres, c'est moi qui les écris. Et ça, c'est très important parce que parfois, il y a des personnes qui ont de très bonnes idées. Ils vont travailler avec une personne qui a peut-être du talent pour écrire. Ils lui donnent ses idées et c'est l'autre personne qui va écrire le livre. Tandis que moi, du début jusqu'à la fin, bon, je peux faire appel à des correcteurs juste à la fin mais sinon, c'est vraiment moi qui écris mes livres de A à Z. Alors, c'est peut-être ce qui fait que quand les lecteurs me lisent, ils peuvent sentir que je leur parle. Ah oui. Et ça me fait très plaisir que tu l'aies souligné. Merci. Claudia, alors j'ai quelques questions à te poser sur tous ces ouvrages que tu nous as réalisés pendant toutes ces années, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que tu exerces. À travers ces œuvres qui permettent au lecteur de retrouver espoir, lequel choisirais? Eh bien, moi, je n'en choisirais je ne dirais pas de prendre un en particulier, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé par le livre Ma vie pour la lumière et ça leur a tellement parlé. Alors, un livre, quel qu'il soit, pas seulement les miens, un livre arrive toujours au bon moment. Et parfois, on a un livre dans notre bibliothèque, peut-être depuis 10 ans, qu'on avait acheté, on ne l'avait jamais lu. Mais au moment où on prend ce livre, on se rend compte que c'est le livre qu'on avait besoin. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « J'avais votre livre depuis des années. » Et je me suis dit « Mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant? » Parce qu'avant, ce n'était pas le moment. Donc, c'est vrai pour différents livres. Alors, c'est vrai, j'ai écrit une dizaine de livres. Eh bien, qu'on commence par l'un ou par l'autre, c'est celui qu'on a besoin. Donc, je ne dirais pas lisez d'abord celui-ci, mais cependant, le livre de base, c'est vraiment Métamédecine, la guérison à votre portée. Ça, c'est le livre de base de la métamédecine, c'est la guérison à votre portée, Métamédecine. Ça, c'est le livre de base. Par rapport à tes étapes personnelles, et dont les œuvres aussi ont pris naissance, aujourd'hui, quel état d'esprit as-tu? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse. Je me sens vraiment heureuse. J'ai un sentiment d'accomplissement. J'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement. Même si je mourrais demain matin, je serais très contente de tout ce que j'ai fait. Mais je souhaite vivre longtemps parce que j'ai encore tellement de choses à faire. J'ai encore tellement de projets. J'ai encore tellement de projets. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je vis. Un état d'accomplissement. Je vis beaucoup de bonheur dans ma relation de couple. J'ai un homme merveilleux, mais dans le livre Ma vie pour la lumière, je parle justement de cette relation de couple. Et je dois vous dire qu'à une période de notre vie, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on est ensemble. Oui. Et puis, à une période de notre vie, on aurait pu mettre l'étiquette sur mon conjoint de pervers narcissique parce qu'il entrait dans des colères. Moi, j'appelais ça faire des mayonnaises. Faire ses mayonnaises. Et quand il partait, là, c'était difficile. Plus j'essayais de le calmer, plus il était en colère. Et j'ai compris quelque chose d'important, Marina, par rapport à ça. J'ai compris que la femme, elle, dans sa nature, c'est de se plaindre. Et c'est pour ça que parfois, nos mamans, quand on leur téléphone, elles commencent par nous raconter comment dirais-je? Les soucis quotidiens de la vie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très féminin. Mais
l'homme dans son masculin, lui, il commence souvent par grogner. Et quand on lui donne pas le droit de pas être de bonne humeur, de pas accepter, de pas grogner, eh bien, plus on essaie de le calmer, plus il se fâche. Mais ça, je n'avais pas compris ça avant. Et puis, bien sûr, il avait ses blessures, lui aussi, à guérir. Et dans le livre actuel, eh bien, il manque un chapitre que je vais mettre éventuellement qui est, parce que le lecteur peut voir Yvan le terrible, mais il manque de Yvan le terrible à Yvan le merveilleux. Et aujourd'hui, on vit une relation extraordinaire, mais vraiment, la relation de couple que je rêvais toute ma vie. Pourtant, on a dû passer par des étapes pas faciles. Et à un moment donné, il est parti avec une autre, il l'a même épousée. Il est resté 2 ans avec, et puis il est revenu. Donc, il ne faut pas croire que c'était une relation qui a été facile. Mais mais tous les deux, nous avons accepté d'apprendre et de grandir ensemble. Et souvent, on a tendance, quand on rencontre des difficultés de couple, à dire, oh, je peux plus supporter, c'est plus possible. Des fois, oui, c'est important de faire des pauses, de dire si on peut plus, oui. Mais une séparation n'est pas nécessairement la fin. Si l'un et l'autre, on peut prendre du recul, essayer de voir quelle est la blessure qu'il réveille en moi et quelle est la blessure que je réveille en lui. Et c'est le travail que nous avons fait, mon compagnon et moi, et qui nous a permis de vivre la merveilleuse relation de couple que nous vivons aujourd'hui. C'est merveilleux, Claudia. Du coup, je ne te pose plus la question qui venait parce que justement, je voulais te dire, à travers ces époques désinvoltes où il y a beaucoup de séparations, de maladies, de suicides, que penses-tu de la vie actuelle et de ces séparations humaines, mais que la société nous impose? Eh bien, quand on entend tout ce qui se passe là avec les changements climatiques et toutes ces histoires, on pourrait être porté à être pessimiste. Mais moi, c'est l'inverse. Moi, je suis très, très optimiste parce que je me dis que tous ces changements-là, que ce soit le changement climatique, c'est aussi le changement de climat social aussi. On voit ce qui se passe en France avec l'histoire des Gilets jaunes et tout ça. Euh, il y a un besoin de changement social. Et je suis très confiante. Je crois que nous allons vers la plus belle époque. Mais on est dans une période de transition en ce moment. On sait par exemple, j'étais en Italie lors de la journée où il y avait des gens partout dans le monde qui étaient dans les rues suite au message de Greta Thunberg et qui demandait la défense pour le climat. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais en Italie, j'étais dans un parc avec mon compagnon, on se promenait, et il y avait tout un groupe d'adolescents, des étudiants, qui disaient, c'était en italien, Cambia il sistema, no il climat. Cambia il sistema, no il climat. Changeons le système, pas le climat. Et je trouvais que ça faisait tellement de sens, mais tellement de sens. Ce n'est pas... Les changements climatiques reflètent en fait ce climat social. C'est un reflet de tout ce qui se passe. Et en fait, il y a un désir de changement de système, mais on ne sait pas quel autre système mettre en place. Et pour ça, j'ai une bonne idée. Et un jour, j'écrirai un livre, j'espère dans quelques années, pour proposer un nouveau système social que je suis en train d'expérimenter. Alors, je crois que c'est pas tant, c'est pas seulement les changements climatiques.
c'est vraiment un changement que les jeunes ressentent. C'est comme si ce vieux monde, il s'achève. Mais qui dit hiver, dit préparation pour le printemps. Et je sens qu'on est dans cette période de l'hiver en ce moment. On est sur la fin de l'hiver et ça explique pourquoi il y a de plus en plus de dépression, de suicides, de maladies. De plus en plus de gens sont dans le désespoir. Moi, je voudrais leur dire, ne désespérez pas. Le plus beau est par devant. Nous allons vers un printemps, un nouveau printemps. Il y a un éveil qui se fait, il y a un éveil partout. Alors, gardez votre regard tourné vers l'avenir. Et cet avenir, il n'est pas très lointain. C'est ça que je voudrais dire comme message. Merci, Claudia. Alors, je souhaitais te parler d'un fait qui concerne beaucoup de femmes actuellement. C'est la maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Oui. C'est une maladie récurrente qui touche de plus en plus de femmes. Quelles sont les causes par rapport à ton ouvrage que tu as fait, le grand dictionnaire de la métamédecine, et quels conseils tu pourrais nous dire là-dessus? Bon, par rapport à la fibromyalgie, il peut y avoir plusieurs causes. Et en métamédecine, on n'utilise pas la métamédecine d'une manière déductive, c'est-à-dire telle maladie, c'est telle cause. Ça, ce serait utiliser la métamédecine d'une manière déductive. En métamédecine, on écoute les personnes. Alors, mais on utilise des clés. Alors, quelles sont les clés qu'on va utiliser par rapport à la fibromyalgie? Eh bien, par rapport à la fibromyalgie, il peut y avoir différentes clés. Il peut y avoir la culpabilité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous avez un enfant qui est le souffre-douleur de son parent. Par exemple, le père qui peut avoir des problèmes avec sa femme et puis elle se ferme sexuellement, il vit des frustrations et toutes ces frustrations, il les déverse soit sur sa fille, soit sur son fils. Mais l'enfant ne comprend pas pourquoi son père déverse toute sa fureur sur lui. Il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et il s'en prend toujours à moi. Et il croit que c'est de sa faute. Alors, et ça peut être à la base de la fibromyalgie. C'est-à-dire, je crois que toute la violence que je reçois, c'est de ma faute. Il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des hommes qui peuvent être violents, pas physiquement, mais ils peuvent être violents parfois verbalement, ou ils peuvent leur faire de la violence psychologique. Et la femme croit que c'est de sa faute. Elle croit que c'est elle qui ne le comprend pas assez. Elle croit que c'est elle qui est trop exigeante. Elle se remet tout en question et dans cette culpabilité, c'est comme si elle retourne les coups contre elle parce qu'on sait que dans la fibromyalgie, c'est des douleurs qui sont handicapantes et des douleurs qui peuvent changer d'un endroit à l'autre. Une journée, ça peut être dans les genoux, l'autre journée, c'est dans le dos, ça perturbe le sommeil. Alors, quand on dort mal, bien sûr, ça peut nous amener dans un état dépressif. C'est tout ça, la fibromyalgie. Vous voyez ici, on a des causes différentes. Et c'est pour ça, mais ça revient beaucoup autour de la sensibilité. Donc, par rapport à la fibromyalgie, on sait que beaucoup de personnes ont peur de toucher à leur sensibilité. D'ailleurs, tu conduis sur ton site à faire des formations et des stages pour libérer les émotions. Absolument. Avec des thérapeutes qui sont avertis, qui pratiquent aussi la métamédecine et le retour à soi. Et en même temps, j'ai envie de dire aux spectateurs que j'ouvre la porte à ma nouvelle vie
conduit à vous aider à sortir de vos états émotionnels dans une structure. Ça vous apporte à une approche personnelle suivant la situation que vous vivez. Vous avez des méthodes à réaliser et c'est comme si Claudia était comme une ange bienveillante en lisant cet ouvrage pour vous conduire à l'épanouissement et arriver à ce bonheur que tout humain convoite. Euh, Effectivement, j'ai créé le séminaire Libération de la mémoire émotionnelle. Et justement, ça nous permet d'aller toucher à cette sensibilité, aller permettre à nos émotions d'exister, plutôt que refouler toujours nos états émotionnels. Eh bien, dans ce séminaire, les personnes sont accueillies par des consultants qui ont cette grande douceur que j'ai moi-même et c'est fait en tout petit groupe. Si vous me le permettez, Marina, je pourrais vous dire que le 4, 5 et 6 octobre, il y aura un séminaire Libération de la mémoire émotionnelle à Salins-les-Bains en France, dans le Jura. Et le 11 et 13 octobre, ce sera à Genève. Et le 25 et 27 octobre, ce sera à Liège. Et puis, au début novembre, il y en aura un autre à Fillinges, en Haute-Savoie, près de Annecy. Et enfin, il y en aura un à Toulouse le 1er au 3 novembre. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des séminaires de libération de la mémoire émotionnelle qui se font en France, en Suisse et en Belgique. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que bien sûr, ce livre va aider les gens, mais parfois on a besoin d'aide thérapeutique et les personnes pourront trouver cette aide thérapeutique. Il y aura aussi des conférences, il y aura aussi des consultations individuelles si les personnes veulent. Tout ça, ils vont le retrouver bien sûr sur notre site www.metamédecine.com ou encore sur la page Facebook qui est Claudia Rainville, Métamédecine français. Merci Claudia de ta participation avec LVA Interview. C'est un bonheur à chaque fois de partager cet instant. Et c'est moi qui te remercie, Marina. C'est un bonheur d'être avec toi et de pouvoir m'adresser à plein de Français ou de Belges, de Suisses que je salue. Et bien sûr d'Italiens, parce que cette vidéo sera sûrement traduite pour les Italiens, mais aussi les Québécois, les Marocains, les gens en Afrique. Cette vidéo, elle sera vue dans plusieurs pays. Alors, je te remercie infiniment. Également. À bientôt. À bientôt, Marina. Au revoir.